au niveau de cette table ronde intitulée les élections réussies, quand même le Sénégal est un exemple. Et je pense que je m'en voudrais de ne pas quand même dire deux mots sur ce qui se passe au Sénégal. Parce que depuis 1974, le président Senghor a instauré le multipartisme au Sénégal. Et nous avons eu nos premières élections en 1976 où Abdoulaye Wade était candidat contre Senghor. Il y avait 4 candidats à l'époque. Donc je pense que, et depuis cette date, nous avons eu des alternances réussies, sans problème. Ce serait bien que je vous en dise un mot. Mais je voudrais, vous me le permettez, en notant ce qui s'est passé avec ces questions et ces réponses, le rôle central que la jeunesse africaine a joué dans ces expériences réussies. Et je pense que ce soit au Mali, lorsqu'il y a un soulèvement, ce sont principalement les élèves contre Moussa Traoré qui ont été donc à la tête de ce soulèvement et qui a aidé le peuple malien à retrouver donc son indépendance. La même chose au Burkina et le Cap-Vert également, il y a eu des combattants, des jeunes qui se sont battus pour que le Cap-Vert, avec la Guinée-Bissau, puisse arriver donc à l'indépendance. D'où l'importance de ce que nous appelons l'alternance générationnelle dans nos différents États, dans nos différents partis. L'Afrique, nous ne pouvons pas accéder au pouvoir si nous n'avons pas cela donc à l'idée, si nous ne privilégions pas donc les jeunes dans nos différentes formations ainsi que les femmes. Mais camarades, je voudrais vous dire, avant le vent de démocratisation que nous avons connu dans les années 70, dans nos différents pays en Afrique, l'État était représenté par des présidents très mal élus, issus de coups d'État ou de mascarades électorales. C'était ça qui se passait donc généralement dans beaucoup de pays en Afrique. Ce n'est qu'à partir de 1970 que nous avons commencé à avoir donc des démocraties à la suite du conférence nationale, de rencontres, etc., qui nous ont permis donc d'avoir ceci. Mais je dois dire que l'important du terme, c'est que la démocratisation, le processus démocratique, réveille un certain nombre d'enjeux. Enjeux de sécurité et de paix. Parce que nous n'ignorons pas que beaucoup de conflits dans nos pays sont nés à la suite de processus électoraux mal négociés ou ce qu'on appelle le déni de démocratie. Un enjeu mondial également, parce qu'actuellement une référence ou le référentiel pour qu'un pays soit reconnu par la communauté internationale, il faut que ce pays ait un processus démocratique avéré, qu'il y ait des élections qui se passent normalement. Donc c'est important et nous devons donc nous en féliciter. Mais il y a des conditions pour qu'il y ait démocratie, pour qu'il y ait élection. Et je pense que beaucoup de questions qui ont été posées ici tournent autour de ces conditions pour qu'on puisse avoir une démocratie, c'est-à-dire des élections. Parce qu'il faut d'abord qu'un calendrier républicain soit connu et maîtrisé par tout le monde. Mais dans beaucoup de pays, on ne sait pas quand est-ce que les élections vont avoir lieu. Déjà, je pense que c'est un premier élément que nous devons avoir. Un fichier électoral maîtrisé. Ce qu'on voit souvent, c'est qu'à la veille d'élection, quelqu'un qui est installé au pouvoir dit on va donc réviser la liste électorale, on va, etc. Donc ce fichier électoral doit être donc maîtrisé et fiable. Les règles du jeu électoral doivent être fixées également à l'avance et qu'on ne les modifie pas en cours de match. On a eu des présidents ou des gens qui sont au pouvoir et qui attendent à un moment donné pour essayer donc de réviser les règles du jeu. Et un dialogue politique. Je pense que nous devons nous battre, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui aspirent à conquérir le pouvoir, d'avoir un dialogue politique. Parce que tant que les acteurs politiques ne se parlent pas, il est très difficile d'aboutir à une alternance, d'aboutir donc à une démocratie. Et je pense que c'est quand même important que nous puissions donc avoir cela parmi d'autres. Il faut également une société civile forte,
il faut une presse libre pour que nous puissions, à partir de ce moment, avoir des élections démocratiques et instaurer donc la démocratie. Un autre facteur important, c'est qu'il nous faut des structures de contrôle fiables de nos élections. On peut les appeler les CENI, Commission électorale indépendante, Observatoire national, Commission autonome, mais il nous faut que ces structures soient fiables, soient mises en place pour que nous puissions quand même avoir des élections de ce genre. Il nous faut également une justice indépendante, qui est le juge suprême, parce que il est très souvent, on constate souvent que quand on arrive à un moment donné, le président du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême est démis, on met un autre, etc. Tout ça. Tant que nous ne réglons pas ce juge électoral, je pense qu'il nous sera très difficile d'aboutir donc à ce qu'on appelle la. Donc il y a des conditions que nous devons remplir pour que nos pays ou nos partis puissent accéder donc à un processus démocratique donc réel. Mais ce qui se passe, et où je termine, c'est que pendant que nous réfléchissons dans l'opposition à accéder au pouvoir, c'est ce qu'ils sont comme en Afrique centrale. Mais ils continuent à réfléchir pour rester le plus longtemps possible au pouvoir. Parce qu'on a tendance à dire que les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Même si nous sommes du même parti, et qu'un État pense que ses intérêts se trouvent entre les mains de celui du dictateur qui est au pouvoir, on a beau dire, mais il ne fera pas grand-chose pour que ce dictateur parte. Et c'est d'autant plus vrai que ce à quoi nous assistons dans nos pays, c'est qu'il y a un instinct de conservation du pouvoir qui se développe dans nos différents États. Et c'est ce qui a abouti. Nous sommes au Niger, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps. Un président a essayé de faire un coup de force pour prolonger son deuxième mandat de 3 ans. La loi où les juges lui disent c'est pas possible, il dit vous ne comptez plus. Il va donc organiser un référendum et je pense que le cas de Tanja est révélateur de cet instinct de conservation du pouvoir. Dans nos États, au Sénégal, ailleurs, on a essayé de faire ce qu'on appelle une succession dynastique, où un président installé peut mettre son fils ou quelqu'un d'autre qui lui parle. Et ça, nous le savons parfaitement. Ces dictateurs qui sont dans nos différents États font tout et pensent qu'ils doivent continuer donc à gouverner en ne laissant pas la place aux autres pour arriver au pouvoir. Je pense que tout ceci nous amène à dire que la démocratie, ce n'est pas un luxe, mais c'est un référentiel, c'est un mode de gouvernement vers lequel nous devons tendre. Pour y arriver, il y a un prix, il y a un comportement, il y a des sacrifices que nous devons faire. En tout cas, en Afrique, ici, nous sommes sur la voie et nous devons nous mettre ensemble, être solidaires pour pouvoir espérer arriver un jour, parce que tant qu'il n'y a pas démocratie, tant qu'il n'y a pas élection, il ne peut pas y avoir d'alternance et le développement ne serait qu'illusoire, parce que dans un pays avec une instabilité avérée, ça va être très difficile d'instaurer donc le développement, donc la formation, la santé, etc.